Le revers du futur, c'est le podcast de Renouvelle. Le revers du futur comme pied de nez au revers de la médaille. Pour renverser ce fatalisme parfois présent lorsqu'on parle de l'avenir de notre planète. Parce que, pour avancer, il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du revers du futur. Cette fois, nous allons aborder le thème du partage. Alors sur Renouvelle, nous vous parlons souvent de celui de l'énergie, mais cette idée du partage peut s'appliquer à bien d'autres domaines comme on va le voir aujourd'hui. Et pour s'en rendre compte, on pourra compter sur la nouvelle campagne d'éducation permanente d'énergie commune, avec le soutien de RCR Carré et les Amis de la Terre. Partager l'énergie donc, mais aussi des objets, du temps, des lieux, bref, tout ce qui peut créer du lien et changer nos habitudes. Alors pour en parler aujourd'hui, on accueille Nicolas Matteau, qui est animateur tout-terrain chez Énergie Commune. Bonjour Nicolas. Salut, Tu vas bien? ça va bien. Alors tu vas nous expliquer tout ce que ça veut dire concrètement, tout ce projet, pourquoi c'est important et comment chacune peut y participer. Mais avant de rentrer dans le cœur même de la campagne d'éducation permanente 2025, je vais te laisser d'abord nous expliquer ce qu'est l'éducation permanente. Ouais. Donc l'éducation permanente, alors on appelle ça éducation permanente en Belgique, mais en France on dirait plus éducation populaire. Et en fait, l'éducation permanente, le principe c'est que en fait, jusqu'à ce qu'on ait 18 ans et même après pour ceux qui vont à l'université, haute école, etc., il y a l'école, l'instruction obligatoire ou en tout cas fournie par l'État, mais une fois qu'on est adulte, il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus d'éducation. Et donc l'idée de l'éducation permanente, de l'éducation populaire, c'est en fait l'idée d'avoir de l'éducation pour les adultes. Et de former des citoyens instruits, éclairés, etc. On utilise souvent l'acronyme CRAC, donc former des CRAC. Donc c'est des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, quoi. Et en fait, l'éducation permanente, elle a une longue histoire. Elle est née un peu avec tout ce qui est les mouvements ouvriers à l'époque, quand il y a eu vraiment cette montée du capitalisme, etc. L'idée, c'était de continuer les ouvriers, de s'organiser entre eux, etc., pour toujours avoir accès à l'éducation, au savoir, et donc du coup de produire de la connaissance entre eux, quoi. Et donc voilà, et alors un des grands principes de l'éducation permanente, c'est pas qu'on vient éduquer de façon un peu top-down, un peu d'ailleurs comme c'est à l'école où c'est un savoir très descendant, comme ça, très institutionnel, mais c'est plus pas éduquer, mais s'éduquer avec apostrophe, donc c'est-à-dire amener les gens à s'éduquer eux-mêmes, quoi. Donc il y a vraiment une grosse dimension de co-construction des savoirs ensemble, de former les citoyens à avoir un regard critique sur la société, à questionner le système, et du coup ensuite mettre en pratique ce savoir pour transformer le système, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée d'émanciper, de politiser, d'empouvoirer, souvent l'anglicisme, les citoyens. Et donc en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un peu ce décret qui est vraiment un bijou, qui consacre ce principe et qui finance des associations de façon structurelle pour faire de l'éducation permanente. Alors c'est vraiment un gros bijou qu'on a en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand on prend la Flandre ou même en France, il n'y a pas de décret comme ça qui finance les associations de façon pérenne. On doit un peu aller au cas par cas gratter pour de l'argent, quoi. Et donc c'est assez incroyable que les pouvoirs publics financent des associations pour les critiquer en quelque sorte, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment un contre-pouvoir qu'on doit lutter pour maintenir, quoi, parce que c'est vraiment... Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, quel est le grand thème de cette nouvelle campagne? Ouais, donc la campagne 2025, c'était peut-être pour remettre dans son contexte par rapport à la question précédente. Du coup, Énergie Commune est considérée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a un agrément, une reconnaissance en éducation permanente et il y a différents axes. Je ne rentre pas dans le détail, mais nous, on est en axe 4. Donc du coup, notre mission, c'est de mettre en place une campagne chaque année d'éducation permanente. Et alors cette année, la thématique de notre campagne, c'était, alors le titre, c'est comme un truc à partager. Et donc, la thématique, c'était sur le partage. Alors, il faut savoir que, du coup, Énergie Commune, nous, on travaille principalement sur le partage d'énergie, les communautés d'énergie, etc. Mais alors là, c'était l'idée, l'ambition de parler du partage, mais de façon un peu plus large. Donc, du partage d'objets, du partage de lieux, mais aussi des partages plus immatériels, du partage de savoir, du partage de connaissances, etc., quoi. Et donc, on avait un peu trois grands objectifs.
C'était un peu aller faire un panorama, un peu aller se balader en Belgique francophone et un peu aller mettre en lumière comme ça toutes ces initiatives de partage et montrer en fait toute la palette qui existe. Parce qu'en fait le partage, on imagine partage, je te prête mon crayon, mais en Ouais. fait c'est bien plus large, c'est bien plus profond que ça. Puis après, il y avait une deuxième partie, c'était identifier les freins que ces initiatives de partage rencontrent sur le terrain, parce que du coup, nous, on avait vraiment mis l'accent sur les initiatives de partage qui sont citoyennes. Donc, c'est-à-dire, on ne considère pas comme du partage des Facebook ou des Ouais. Uber ou des Airbnb qui mettent, parce que ça reste des grosses entreprises capitalistes qui ne sont pas dans vraiment euh, le partage comme nous on l'entend. Ouais. Et donc voilà, c'était souvent ces initiatives citoyennes, elles rencontrent des difficultés, qu'elles soient administratives, juridiques, etc. Donc c'était un peu aller à la rencontre de ça et un peu faire le diagnostic des freins qu'elles rencontrent. Et puis sur base de ça, on a l'ambition de construire une pétition. Donc il faut savoir qu'en fait au Parlement wallon, il y a un outil participatif qui existe où dans le règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon, des citoyens ont le droit de soumettre une pétition. Alors, elle doit récolter 2000 signatures et après, ça passe en conférence des présidents, etc. Et si elle est acceptée, ça lance une commission délibérative mixte au Parlement wallon. Donc, c'est-à-dire qu'on réunit des citoyens et des élus pour débattre d'une question et émettre des recommandations, quoi. Et donc, du coup, nous, on voulait que le Parlement wallon organise une assemblée citoyenne sur la question du partage et qui réfléchissent ensemble, qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire pour soutenir ces initiatives de partage au regard des différents freins qu'on a identifiés, quoi. Ok. Et donc voilà, on a été à travers en Wallonie, à Bruxelles, faire des tournages, des capsules vidéo. Et voilà, et on proposait aussi des animations aussi sur la thématique du partage pour lancer des débats, etc., quoi. Et d'où est venue l'idée du partage? Comme je disais, en fait, du coup, nous, Énergie Commune, on travaille, enfin, notre core business a vraiment à la base, c'est de travailler sur tout ce qui est le partage d'énergie, les communautés d'énergie, les coopératives d'énergie, etc., quoi. Donc, c'est vraiment comment est-ce que les citoyens peuvent se réapproprier la question énergétique dans une optique de démocratie énergétique et donc de ne plus dépendre, encore une fois, de choses très top-down où en Ouais. fait on est des consommateurs, on reçoit notre facture tous les mois sans se poser de questions et on est un peu sujet de ça, Ouais. enfin objet plutôt. Et donc voilà, en fait c'était vraiment la volonté d'élargir le focus et de montrer que en fait le partage c'est bien plus large que ça et c'est aussi bien plus large qu'une simple idée, de je disais tout à l'heure, on a l'impression que le partage c'est juste oh tu me passes ton crayon et qu'en fait c'est un peu un petit acte assez simple, mais en fait, le C'est un peu partage, plus profond que ça, quoi. c'est un vrai modèle de société, c'est un vrai enjeu radical. Ça questionne notre rapport à la propriété, à la Ouais. consommation, à la solidarité, au temps. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les initiatives citoyennes, c'était que tout le monde n'a pas le temps et le luxe de s'investir. Et donc, voilà, ça questionne par rapport à tout ça. Et dans cette société où c'est boulot, 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 métro, dodo. Et donc, voilà, c'était l'idée que le partage, au-delà de ce petit terme qui a l'air très sympa, c'est en fait un véritable levier de transformation, que ce soit écologique, social et démocratique, quoi. Alors, j'imagine que sur le terrain, tu as pu rencontrer pas mal de monde, pas mal d'initiatives. Qu'est-ce que tu en as retenu? Et est-ce que tu as déjà des retours d'expérience ou des anecdotes à partager à ce stade-ci du podcast? Ouais. Alors on en a fait on a fait une petite tournée du coup. On a fait un Repair Café, un potager collectif, une coopérative d'énergie, une GASAP, une Objetech, tiers-lieu, habitat groupé, etc., quoi. Et donc voilà, encore une fois, je précise que c'est vraiment du partage, mais vraiment des initiatives citoyennes, quoi. Donc on se situe vraiment dans le secteur non marchand, où ce sont juste des citoyens qui se mettent ensemble pour organiser quelque chose, un partage, que ce soit matériel ou immatériel. Et donc c'est vraiment basé sur l'entraide, la réciprocité. Encore une fois, on n'est pas du tout dans des modèles de partage marchand où il y a une rémunération derrière, quoi. Et non, moi, en tout cas, à titre personnel, moi j'ai adoré faire cette petite tournée parce qu'en fait, c'était chaque fois des gens, des collectifs, parce que c'était jamais des individus tout seuls, mais on voit vraiment que c'est des collectifs qui reposent sur
sur, encore une fois, le partage, la générosité, l'entraide, le lien social. Et donc, en fait, c'était super gai, quoi. Et peut-être une anecdote en particulier. Moi, je me souviens quand on a été dans l'habitat groupé, parce que du coup, on voulait faire un habitat groupé. Et donc, on a été dans un habitat groupé à Malone. Et alors là, ce qui m'a particulièrement sauté aux yeux, c'est qu'en fait, donc du coup, il y avait la dame qui nous accompagnait, mais en fait, on a fait la visite aussi avec les enfants Mhm. du Broctia, donc c'était le nom de l'habitat groupé. Alors, ils étaient peut-être quoi, une petite dizaine. Et alors, c'est incroyable parce qu'en fait, ils étaient super jeunes, mais en fait, ultra. Enfin, du coup, ils nous faisaient la visite à nous qui venions faire le tournage. Alors, on voyait qu'entre eux, déjà, ils étaient un peu comme des frères et sœurs. Ils avaient vraiment un sens de la collectivité incroyable. Euh, Ils parlaient super bien, enfin ils étaient ultra débrouillards. Et après ils nous racontaient donc au sein de l'habitat groupé, bah, il y a un peu les adultes qui se retrouvent entre eux pour discuter de la gouvernance, régler les problèmes, etc. Mais les enfants ont aussi sur leur côté leurs propres réunions, Ok. leurs propres petits agendas. Ils fonctionnent aussi en intelligence collective. Donc je trouve que en termes d'éducation à la citoyenneté, c'est assez incroyable. Et je pense que ces enfants vont avoir une avance dans la vie incroyable par rapport à bien d'autres, quoi. Pourquoi c'était important alors de mettre en lumière ces initiatives aujourd'hui, en 2025? Bah, déjà, on est dans un contexte, enfin en tout cas je parle pour moi, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, on est dans un contexte un peu déprimant quand on entend parler écologie, sociale, même d'un point de vue démocratique. Et puis bah voilà, il y avait un peu besoin de de chouettes histoires et on dit souvent, il y a souvent besoin de nouveaux récits mobilisateurs, quoi. Oui, il n'y a pas que Euh, y a pas que des mauvaises nouvelles, il y en a aussi des bonnes, mais j'ai l'impression qu'on les met pas forcément beaucoup en avant. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on regarde souvent à un niveau. On regarde souvent les choses à un niveau très global et à un niveau très quantitatif en termes de Oui. chiffres. Et alors là, bien sûr que vu comme ça, les choses ont l'air déprimantes parce que on regarde du point de vue global, on voit le changement climatique, on se dit mais en fait comment est-ce que je peux avoir une prise là-dessus. Mm. Et alors on parle en termes d'émissions de CO2 ou quoi, on est là mais en fait qu'est-ce que moi je vais changer Et en fait au contraire quand on regarde les choses au niveau local et d'un point de vue plutôt qualitatif, en fait, il y a des choses qui se font et qui sont assez réjouissantes. Ouais. Et donc là, local, chaque fois, c'était toutes des initiatives très locales. Et le qualitatif, dans le sens qu'on n'est pas dans, je veux dire, ces gens-là, ils mettent ces initiatives en place pas pour réduire les émissions de CO2 Ouais. ou pour faire X euros d'économie d'énergie, mais c'est vraiment le lien social et la cohésion qui compte, quoi. Donc voilà, on voulait juste mettre en lumière, soutenir ces initiatives et aussi inspirer d'autres gens à se lancer, parce que voilà, la transformation, elle passera pas que par l'État et le marché. Et Ouais. souvent, notre système est un peu organisé là-dessus. Le citoyen est très en mode consommateur à la fois de services publics et de biens et de services fournis par le marché. Euh, mais on pense que les citoyens ont un vrai rôle à jouer dans la transition, quoi. Mais ça, on va peut-être venir après, mais un vrai rôle à jouer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un État, des pouvoirs publics qui les soutiennent et qui mettent en place tout un cadre législatif pour ça. Et c'était aussi l'objectif de notre pétition, quoi. Parce que depuis le début, on parle d'initiative citoyenne, et donc c'est lancé par le citoyen, géré par le citoyen. Donc du coup, moi je me demande, est-ce qu'il y a des freins à à ces initiatives de partage? Est-ce que les gens rencontrent des obstacles et quels sont-ils, quoi? Ouais. Ben ouais, enfin, bien sûr. Enfin, elle rencontre beaucoup de difficultés et beaucoup de freins parce que, comme je disais auparavant, en fait, le système, notre société à l'heure actuelle n'est pas du tout adapté pour faciliter ce type d'initiative, quoi. Et donc, si je réfléchis un peu, il y avait un problème qui revenait énormément, c'était en fait le problème des ressources humaines et financières. Donc, c'est-à-dire que toutes ces initiatives-là, forcément, elles ont très peu de budget. Donc voilà, ça c'est un problème. Mais il y en a aussi beaucoup qui nous disaient, oui, en fait, elles en ont marre que, certains me disaient, en fait, on en a marre que l'argent soit le compas de tout et de cette fameuse Ouais. expression, l'argent est le nerf de la guerre. Donc en fait, ils disaient, oui, c'est un frein, mais en fait, c'est pas le principal et je trouvais ça assez chouette de dire ça comme ça. Mais ressources humaines, ça c'est une vraie question et on en revient à cette question du temps où en fait, on est dans une société où, ben, euh, et encore avec le gouvernement actuel, on le voit où en fait il faut travailler plus tard, etc., quoi. Et donc en fait, quand les gens sont à temps plein, que le week-end il faut s'occuper des enfants, Ouais. conduire mamie, toutes les activités culturelles des enfants, etc., en fait il n'y a plus le temps pour rien pour s'investir, quoi.
Et puis bah voilà, et je crois qu'il y a aussi à côté de ça un frein culturel où bah, on est dans une société aussi qui nous biberonne à l'individualisme, à chacun dans sa maison quatre façades ou son appartement, etc. Et en fait, il y a des études qui montrent que par rapport à avant, ben en fait, on est beaucoup moins en collectif, il y a beaucoup moins de Mm. capital social, on s'investit moins dans des choses, on collabore, on coopère beaucoup moins avec les autres, quoi. Et donc, ben voilà, ça, je pense que travailler ensemble, ça s'apprend et que notre société, encore une fois, individualiste, nous a peut-être désappris à coopérer, à travailler ensemble et à mettre un peu nos égos de côté et savoir travailler ensemble. Mais voilà, moi si je regarde aussi, je veux dire là je parle de façon générale, mais si je regarde moi personnellement, quand je réfléchis, tiens, qu'est-ce qui me freine à partager, ben, moi aussi, j'ai aussi été baigné dans cette culture de mes choses à moi. Enfin, Mhm. j'ai un besoin et donc j'achète quelque chose pour répondre à mon besoin à moi individuel, alors que c'est vrai qu'il y a plein de choses que je pourrais partager. La question du temps également. Voilà, je suis sûr que si je te retourne la question à toi, je veux dire, tu arriverais à identifier exactement les mêmes choses de pourquoi est-ce que par exemple tu partages pas ton vélo ou ta garde-robe. Quand on y pense, on a tous trop de vêtements chez soi, pourquoi est-ce qu'on les Mhm. partage pas, quoi. Bon, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le temps, le classique, quoi. Mm. Mais j'ai l'impression aussi que moi, ce qui m'empêche de partager, c'est aussi parce que le partage, c'est pas que des objets, c'est aussi des services aussi, comme on peut le voir dans certaines initiatives qui ont été suivies. C'est aussi, par exemple, le peur de ne pas avoir une compétence qui puisse servir à quelque Ouais, chose, par exemple. Donc ouais, ça me freine un petit peu, ou d'arriver, de participer à une initiative et d'être un peu jugé pour j'ai pas, un manque de compétences, par mm, exemple. ouais. Mais ça, Mm. c'est intéressant parce que du coup, par exemple, on avait été visiter un service d'échange locaux. Et alors ça, il disait, enfin, du coup, c'est aussi un collectif de citoyens. Et alors, ils s'échangent des services, mais ça peut aller absolument de tout, quoi. Et en fait, l'air de rien, en fait, on a tous, absolument tous, des compétences, des savoirs à partager, quoi. Et alors là, ça pouvait être simplement, il y en a un qui organise à un moment donné un repas chez lui et il n'a pas le temps de cuisiner pour autant de personnes, donc une autre personne fait un plat ou un gâteau pour lui. Mhm. Enfin, c'est des bêtes trucs, à un moment Ouais, donné, on sait ouais, tous, enfin tous, je sais pas, mais, mais on sait tous cuisiner ou faire ci ou ça, ou, euh, ou faut aider à la com, je parle ouais. pour toi, d'une association. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à mettre en partage, quoi. Ben, justement, donc ça c'était plutôt à titre personnel, mais est-ce qu'il existe des solutions un peu plus générales, des leviers qui puissent aider donc ces initiatives à surmonter tous ces freins et ces obstacles, quoi? Ouais, ben, il y en a plein. Et c'est du coup d'ailleurs une des questions qu'on posait pendant les tournages. Les personnes qui nous écoutent découvriront dans les vidéos, mais du coup on faisait un peu l'introduction, ils nous présentaient un peu le projet, puis on parlait des freins, et puis on leur disait, bah tiens, si demain vous étiez ministre du partage en Belgique francophone, bah, quelle serait votre mesure phare, quoi. Et alors en fait, il y avait plein d'idées, quoi. Notamment UC2, donc qui était une bibliothèque d'objets et qui malheureusement n'a pas fonctionné Mhm. justement parce qu'il parlait de ses freins culturels et de toutes ces questions qu'on a parlé auparavant. Bah, il disait par exemple, ce serait en fait, il y a déjà des bibliothèques communales qui existent dans absolument enfin, presque toutes les communes. Ce serait en fait d'intégrer ces bibliothèques d'objets, les intégrer aux bibliothèques communales déjà existantes, quoi. Et Mhm. donc ce serait une solution assez simple, soutenue par les pouvoirs publics, qui se trouve au même endroit, donc tu ne dois pas aller aux deux endroits pour à la fois louer des livres et des objets. Les bibliothèques communales commencent aussi peut-être à l'abandon, on va de moins en moins louer des livres, Ouais. donc ça pourrait servir aussi à les remettre, à les revaloriser. Euh, je pense qu'il y a aussi la question de, en fait, il y a plein de citoyens qui veulent se lancer, mais savent pas où commencer, comment, etc. Donc je pense que rien que des projets des incubateurs, et ça en existe déjà, mais peut-être que ça pourrait être plus financé, enfin soutenu par les pouvoirs publics, des incubateurs pour aider les citoyens à se lancer, à se mettre ensemble, etc. Également aider à la visibilité. Je veux dire, enfin moi je veux dire, je pense déjà être pas mal dans cette bulle-là, et en fait j'ai découvert des tas de choses, et en sortant de cette campagne, j'étais là, mais c'est incroyable que ces trucs existent. Ouais, pareil, je me rendais Et pas compte à quel point c'était diversifié et que, de nouveau, on le répète, hein, mais c'est pas que des objets, que le fameux coup du crayon, et je me rendais pas compte qu'il y avait autant de possibilités de partage, quoi, de potager, de services, de réparation, etc. Donc c'était assez
choquant, mais dans un sens positif, quoi. Oui, oui. Donc voilà, Révélateur. donc ça, je me dis, mais il y a quand même un énorme travail à faire en termes de, ouais, ce qu'on a essayé de faire, mais humblement, mais via les pouvoirs publics, bah, en fait, de visibiliser tout ça, quoi, et de Ouais. faire des campagnes de pub, j'en sais rien, au lieu d'afficher Ouais. les conneries qu'on affiche dans les rues, quoi. Mais voilà, aussi la question bah, du financement, elles ont énormément de mal à se financer et à trouver des financements. On en revient à cette question du temps. Et alors là, on est dans une grosse mesure où, enfin, je pense pas que c'est quelque chose qu'on arrivera à faire après une assemblée citoyenne, mais je pense que le débat se pose. C'est que dans une société où de plus en plus il va y avoir du coup ces crises écologiques, sociales, etc. Et où on va avoir besoin que les gens s'investissent sur leur territoire pour porter des initiatives, ben, est-ce que ça fait encore sens de travailler à temps plein et d'autant? Est-ce qu'on pourrait pas aussi aménager des congés citoyens ou mieux valoriser le bénévolat? Par exemple, il y avait dans la salle, il disait, en fait, il y avait une citoyenne qui était au chômage, qui était dedans. Mais alors ça posait un problème du point de vue du forum, parce qu'en fait quand tu es au forum, tu es censé te consacrer à 100% à la recherche Ouais. d'emploi et tu peux pas t'investir dans autre chose, quoi. Et donc là, ça compliquait un peu son investissement. Donc voilà, il y a peut-être des allègements à faire à ce niveau-là. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a des tas de choses à faire. J'ai pas toutes les solutions moi-même et eux non plus. Et c'est pour ça que je pense que notre proposition d'organiser un débat citoyen, Ouais. une assemblée sur cette question était tout à fait pertinente parce qu'en fait, je serais hyper curieux de quand on met des citoyens et des élus ensemble et qu'on met les problèmes rencontrés par les initiatives sur la table, mais en fait, toutes les idées qui pourraient sortir de ça, quoi. Et justement, quel rôle pourraient jouer les pouvoirs publics dans ce domaine? Ben, un énorme rôle, comme je disais. Enfin, il y a un peu toujours ces trois pôles, donc entreprise, citoyen et État, et chacun fait un peu le truc dans son coin et se regarde un peu en chien de faïence et se Ouais. rejette un peu la responsabilité. C'est le fameux triangle de l'inaction dont certains ont déjà entendu parler. Mais je pense qu'il y a de vraies choses que les pouvoirs publics pourraient faire. Et c'est dans toute cette logique de... Il y a pas mal de littérature là-dessus, et notamment Olivier de Sutter en parlait. C'est ce fameux État partenaire ou enabling state ou État habilitant, ou enfin peu importe comment on l'appelle. Mais je pense que vraiment transitionner ou en tout cas soutenir davantage toutes ces initiatives de partage, en fait, ça ne pourra venir que en fait, s'il y a un cadre, s'il y a des facilités qui sont fournies par les pouvoirs publics, quoi. Et donc, ben voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle à l'État, ou dans ce cas-ci, la région wallonne, de jouer un rôle de facilitateur, d'aménager le temps des citoyens, ou en tout cas de leur permettre de plus valoriser ce temps, aussi, ben, en fait, juste créer des lieux pour que les gens se rencontrent et puissent créer des projets ensemble, quoi, dans un monde où en fait on se rend compte que plein de tiers-lieux ont disparu et on essaye de les relancer, mais tant bien que mal. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle de l'État à investir dans ce capital social, de recréer du lien, de faire que les gens se rencontrent, euh, montent ensemble des projets, aussi tout ce qui est bah, alléger le cadre administratif. Ouais. Je veux dire, je repense par exemple au Grand Bois commun, où c'est en fait une initiative incroyable. Donc c'est des citoyens, une coopérative de citoyens qui ont racheté un bois qui avant était aux mains du privé, et en fait ils ont rendu ce bois à la population, quoi, parce qu'il disait, bah, moi par exemple, il y en a un qui disait, moi j'habite dans ce bois, enfin j'habite dans cette commune depuis super longtemps, et avant j'avais jamais eu accès à ce bois parce que c'était un domaine privé. Mhm. Mais alors ils disent, ben voilà, nous, voilà, on est juste une petite coopérative qui gérons un bois de 80 hectares, donc c'est quand même conséquent. Euh, et ils disent, ben voilà, on reste des citoyens, mais en fait, nous, il leur incombait en fait toutes les obligations Ouais. administratives quand tu gères une forêt de 80 hectares, et aussi à juste titre. Mais ils disaient que par exemple, si il y a des, ils avaient souvent des problèmes de si des arbres tombaient sur les chez les voisins ou forêts, etc., ben, c'était pour leurs pommes. Ils avaient la responsabilité de dégager les arbres qui étaient endommagés, etc. Parce que jamais si ça tombe sur un promeneur, ben, c'est aussi de Oui, leur sans responsabilité, responsabilité. etc. Donc en fait, c'est alors je comprends, il faut pas qu'un Ouais. bois tombe sur un pauvre promeneur. Mais voilà, ils avaient le statut de... enfin, considéré en soi comme un acteur professionnel Ouais. gestionnaire de bois, quoi. Et ils disaient que c'était très compliqué pour eux d'un point de vue administratif, quoi.
Donc ben voilà, je pense qu'il y a plein de choses à se faire à ce niveau-là, quoi. Et puis quand on regarde l'actualité, où en soi, l'actualité, c'est plus le mouvement inverse, où Oui. on re-questionne justement ces associations, l'éducation permanente est aussi remise en question, on coupe dans les budgets à tout va. Ben, là, encore une fois, plutôt que d'inventer de nouvelles choses, je dirais au pouvoir public de ne pas revenir sur l'existant, parce qu'en fait, Oui. l'associatif, c'est une vraie richesse, quoi. Tu parlais d'une pétition pour une commission délibérative au Parlement wallon. Pourquoi cette démarche et qu'attendez-vous en fait de cette commission? À quoi est-ce que ça va servir? Ouais. Ben donc pourquoi cette démarche? C'est parce que je disais en fait l'esprit même de l'éducation permanente, c'est de co-construire avec les gens, de co-construire avec les publics. Donc plutôt que nous faire une campagne sur le partage et de nous aller identifier les freins et de nous trouver les solutions et on écrit un mémorandum et c'est fini. Ouais. Ben c'est en fait de remettre la question, le débat dans la population et qu'en fait les gens trouvent des solutions eux-mêmes. Et après, je pense que c'est une démarche aussi qui fait sens parce que très modestement, en fait, moi tout seul ou mes collègues à Énergie Commune, on n'a pas la science infuse et en fait, oui, on a investi ici et là, mais je pense qu'il n'y a qu'un panel de citoyens diversifiés qui peut avoir l'intelligence collective que Oui. pour trouver des solutions qui soient réellement changeantes, quoi. Et donc, bah, l'idée, c'était ça, c'était d'organiser une assemblée mixte permise par le règlement du Parlement wallon. Et donc, l'idée, c'est de réunir des citoyens, mais des élus. Alors ça, Mhm. je trouve ça super intéressant parce qu'on ne laisse pas des citoyens délibérer tout seuls dans leur coin. Et puis, en fait, les élus qui sont pas dedans, après, questionnent la légitimité et de, ben, moi, j'ai pas pris part à la discussion. Enfin, Oui. je veux dire, il y a souvent ce problème-là dans les dispositifs participatifs que les citoyens décident de choses et après, du point de vue du suivi et de l'implémentation des recommandations, c'est pas du tout suivi dans le politique. Donc, si en fait, on implique le politique directement euh, dans la discussion, bah déjà le suivi des recommandations, vu qu'elles elles sont aussi été co-construites avec les élus, bah, sont plus suivies. Et puis ça permet aussi aux élus de un peu cadrer le débat, de quand les citoyens proposent des choses, bah, attention, ça existe déjà, Oui, pas de place attention, aux mauvaises surprises. oui, ou attention, ça, il n'y a pas l'argent, ou Ouais. attention, ça, le cadre législatif ne le permet pas. Donc ça fait aussi en sorte que les recommandations soient ancrées dans le réel Mm. et qu'elles soient faisables, quoi. Et donc bah, voilà, c'était l'idée de réunir toutes ces personnes pour qu'elles bah, discutent des freins et réfléchissent à des solutions ensemble, quoi. Et donc, si ça aboutit, donc si cette commission a lieu, qu'elle fait des recommandations sur le partage, que le politique implémente et que le partage devenait la norme, à quoi pourrait alors ressembler notre quotidien? Oula. Bah, encore une fois, je veux dire, je sais pas ce qui sortira de cette assemblée si elle a lieu, et je souhaite qu'elle ait lieu, mais je pense qu'on peut se permettre de rêver. Enfin, il y a tellement de choses à faire, que ce soit du point de vue de la mobilité, je veux dire, en termes de... Enfin, moi, je suis un grand partisan des véhicules partagés. Euh, Enfin, parce que j'ai pas de voiture, tout simplement. Mais je trouve ça fabuleux et c'est tellement pas assez développé. Enfin, à la Mm. base, moi, je viens de Wallonie et il y en a tellement pas assez. Donc, je pense que là, il y a à développer des vélos partagés, des tas de choses. Du point de vue du logement, moi, je trouve que l'habitat groupé, c'est incroyable. Mais voilà, ça reste aussi une solution. Enfin, même si on va en habitat groupé, alors il y a toute la dimension lien social, etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça diminue pas le coût pour autant, parce que le Oui. coût de la propriété reste tout aussi cher. Et donc, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à faire du point de vue des pouvoirs publics aussi à ce niveau-là, de tiens, peut-être baisser les taxes ou le précompte immobilier, ou j'en sais Mhm. rien, sur quand c'est de l'habitat groupé, des vêtements, quand on voit la quantité de vêtements qu'on a. Je crois que j'avais vu encore une étude, enfin une étude, un chiffre, l'autre fois un peu choc, qui disait que rien qu'avec les vêtements qui existent sur cette terre à l'heure actuelle, on a assez pour habiller les 6 prochaines Ouais. générations, quoi. Donc là, je me dis aussi, enfin, et moi, j'ai tellement de choses qui servent à rien dans ma garde-robe, quoi. Je me dis, mais peut-être des systèmes de, je sais pas, de garde-robe groupés, on pourrait louer des vêtements avec des... Enfin, j'en sais rien. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire qui pourraient faire qu'on se décentre un peu de la propriété et de la consommation individuelle et on fait beaucoup plus de, de enfin, on partage beaucoup plus de choses. Euh, ouais, sur le temps de travail et temps de citoyen, je disais tout à l'heure, il y a aussi plein de choses à faire à ce niveau-là, mais peut-être un peu plus tricky politiquement. Et puis bah, voilà, juste créer des lieux collectifs, créer de la solidarité, du lien social.
Et donc voilà, moi je serais très curieux, mais je pense que voilà, le partage, ça semble être un petit terme anodin qui en soi pourrait être contre le partage, c'est chouette. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses radicales et qui peuvent sortir de ça et, et voilà. Alors on a beaucoup parlé des citoyens qui ont lancé ces initiatives, mais comment les personnes qui nous écoutent, elles peuvent contribuer à cette campagne. Ouais. Bah, du coup, j'allais dire, on lance une pétition. Donc je crois que la première chose à faire, bah, c'est de signer cette pétition. Il faut 2000 signatures. Quand on y pense, c'est pas C'est pas énorme. énorme. Enfin, ou c'est peut-être énorme, je sais pas, on va voir à quel point on a facile de les récolter. Mais enfin, c'est pas énorme, donc ça me semble tout à fait faisable. Donc je pense que ça, c'est une première étape et qui nous aiderait énormément. Et puis voilà, en parler autour de soi, relayer. Enfin, je veux dire, on a tous des gens qui tournent autour de nous, des gens qu'on peut avoir assez facilement. Si tout le monde fait ça, je pense qu'elle peut être signée facilement. Et puis on va partager, enfin on partage ces vidéos, il y en a une dizaine, donc aussi relayer ces vidéos. Elles sont aussi dans une optique de, en fait, que les gens les reprennent, peuvent les rediffuser chez eux, dans leur Ouais. collectif. Il faut vraiment enfin, que les gens s'en servent pour inspirer, quoi. Elles sont là pour ça, quoi. Parce que donc là, au moment où on parle, les vidéos sont en pleine diffusion. La campagne est officiellement lancée. Donc là, vous venez de rencontrer pendant des semaines, des mois ces personnes. Mais est-ce que tu peux déjà nous dire peut-être un petit mot sur la campagne 2026? Ouais. Alors c'est encore en effervescence. Mais voilà, comme je disais, nous on a envie de continuer sur la thématique du partage et creuser un peu plus. Et puis bah voilà, cette année-ci, c'était un peu l'idée de, comme je disais, de faire un peu ce panorama, aller voir tout ce qui existe, aller à la rencontre de ces initiatives, voir les freins, les solutions. Je disais soumettre la pétition, quoi. Et puis voilà, en année 2 sur base de ça, ben, on aimerait bien, pourquoi pas, accompagner concrètement des collectifs à Ok. monter un projet de partage. Et donc voilà, on phosphore déjà sur les idées, mais avant c'était comme un truc à partager. Et on se dit, bah tiens, ça pourrait être comme un truc à créer, comme un truc à inventer, comme un truc à imaginer. Mais voilà, moi je trouve que ça sera chouette d'accompagner. Alors peut-être une des initiatives qu'on a déjà rencontrées et qui rencontre des freins à Oui. mobiliser, etc. Mais peut-être accompagner, je sais pas, un projet de potager collectif ou un projet de citoyens qui veulent s'approprier un espace naturel et en le rendre à la population. Donc bah voilà, je pense que il y a tout un travail à faire, ou en tout cas à imaginer, à tester, à expérimenter. Et c'est aussi ça la philosophie de l'éducation permanente, c'est aussi de tester, d'expérimenter. Et il y a aussi le droit à l'erreur. Mhm. Mais voilà, d'accompagner un collectif et puis de tester, tiens, qu'est-ce qu'on met en partage, comment ce qu'on fait, quelle gouvernance on installe, quelles règles, etc. Eh bien, merci pour le partage de toutes ces informations. J'espère sincèrement que ça aura éveillé la curiosité de certaines personnes qui nous ont écoutés, de voir s'il y a un partage dans leur coin auquel ils peuvent participer ou en lancer un Ouais. directement. Tous les liens donc nécessaires pour la pétition ainsi que les différentes initiatives rencontrées seront comme d'habitude disponibles en description du podcast. Et quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Revers du Futur.